Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et c'est Jean Pisani-Ferry, économiste et professeur à Sciences Po, qui est avec nous ce matin. Jean Pisani-Ferry, quand même un mot de cette folle nuit aux États-Unis, cette nuit de chaos, parce que ça nous laisse tous comme une impression étrange. C'est le cœur du monde, c'est le cœur de la démocratie. Et tout d'un coup, il semble pendant quelques heures que tout peut basculer. Ça fait 250 ans que les États-Unis nous donnent cet exemple, hein, et en particulier l'exemple d'une concession de la défaite, qui est le cœur du moment dans lequel on respecte le verdict démocratique. C'est terrifiant, et en même temps c'est une farce qui s'est déroulée. C'est pas du tout un coup d'État, c'est une farce. Et c'est pour ça que d'ailleurs les marchés sont très sereins, hein, et n'ont pas du tout réagi, hein, aux événements. Ils vont même encore sans doute progresser encore aujourd'hui comme hier. Il n'y a pas de raison. Maintenant, de toute façon, l'investiture de Joe Biden est certaine, la fracture du Parti républicain est claire. Oui, du point de vue de marché, c'est pas un événement. Ceci dit, symboliquement, c'est très fort et les conséquences internationales vont être très lourdes. On a vu les déclarations, vous me le disiez, du Venezuela, hein, par exemple. Absolument. Bon. Communiqué du Venezuela, s'inquiétant de ce qui se passe aux États-Unis. Un mot avant de parler de la France, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la politique économique de Joe Biden, notamment le fait qu'en obtenant la majorité au Sénat, il va pouvoir appliquer son programme. Quelles conséquences aura sur l'économie mondiale, ce programme de stimulus et budgétaire et salarial? Alors d'abord, la question, c'est est-ce que le programme de stimulus va être renforcé? Vous savez qu'on parle de ces $2000 par ménage, ouais, qui est trop, hein. Clairement. C'est trop. Ben oui, c'est trop. C'est-à-dire l'hélicoptère monnaie comme ça. Ouais. C'est important de compenser, de faire en sorte de préserver le revenu. Et c'est ce qu'on a fait en Europe. Mais $2000, c'est trop. Ça va faire des gains en revenus pour les ménages absurdes et pour certains qui n'en ont absolument pas besoin. Donc c'est un peu un gâchis. Ils risquent de devoir le faire parce que la pression est très forte. La préoccupation revient évidemment en Europe et en France. Aujourd'hui, c'est la reprise économique qui pourrait tarder. On l'espérait pour 2021. On est déjà pessimiste pour le premier trimestre parce que beaucoup de pays se reconfinent, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Nous, on verra à 18h quelles seront les annonces du gouvernement, mais ça ne va pas dans le bon sens, même si pour l'instant, heureusement, on est relativement préservé par cette troisième vague. Le risque donc, c'est qu'on reporte encore le rebond. Et un pavé dans la mare hier du Conseil national de la productivité qui bat en brèche une idée reçue comme quoi on en aurait beaucoup fait en termes de relance pour notre économie, et qui nous dit que non, le gouvernement français en a fait moins que le britannique, l'italien, l'espagnol et même l'allemand. Alors, ce qui nous limite pour l'instant, ce n'est pas la demande, ce n'est pas l'insuffisance de relance, c'est le fait que un certain nombre de secteurs, qui représentent à peu près 10% de l'économie, sont à l'arrêt. Voilà. Et c'est ça qui nous a fait chuter. Au troisième trimestre, on était à 96% du niveau d'avant-crise. La même chose qu'en Allemagne, la même chose qu'aux États-Unis. Donc le rebond de l'économie française avait été très, très vif. Et puis on a rechuté, comme les autres, pour des raisons qui sont essentiellement des raisons sanitaires. Et aujourd'hui, la conjoncture est complètement indexée sur la question sanitaire. Donc vous dites qu'on n'a pas besoin... Attendez, je dis aujourd'hui ce qui nous limite. Bon, maintenant, la question de savoir si la demande est suffisante, c'est une question qui va se poser dès lors qu'on va avoir de nouveau des capacités de production à mobiliser. De production, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est la contrainte sanitaire. Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est soutenir surtout ceux qui ont des pertes de revenus très, très graves. On l'a vu toutes ces derniers mois, s'est rendu compte des publics un par un qui étaient dans des situations très difficiles. Mais il y a un débat, est-ce qu'on a fait assez pour ces populations-là? Il y a un débat au sein de la majorité même. On n'a pas fait énormément. Et c'est là que ça rejoint l'observation du Conseil de productivité. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte est un petit peu trompeur. On a fait quelque chose d'assez efficace, même de très efficace, si on se compare par exemple aux États-Unis, dont on parlait à l'instant, hein, qui ont eu des politiques très inefficaces. On a soutenu le revenu, on a soutenu les entreprises de manière efficace, mais on n'a pas fait plus que d'autres pays. On a fait même plutôt moins si on compare en fait la variation du solde budgétaire entre 2019 et 2020 dans un certain nombre de pays. Ce qu'a fait le Conseil national de la productivité, et il montre qu'on est nettement en dessous du Royaume-Uni, on est en dessous des États-Unis et on est probablement un tout petit peu en dessous de l'Allemagne et de l'Italie. Mais est-ce que c'est parce que nos marges de manœuvre budgétaires étaient aussi peut-être inférieures ? C'est certainement ça, c'est-à-dire que
Ça a été calibré par Bercy de manière en fait plus précautionneuse qu'il n'y a paru, mais c'est aussi un effet de l'efficacité, c'est-à-dire que les mesures ont été bien calibrées et bien administrées. C'est-à-dire c'est vrai que sur les PGE et sur le chômage partiel... Le chômage partiel, ça a très bien marché. J'ai regardé de très près ce qu'ont fait les États-Unis et ce qu'a fait la France. Il n'y a pas photo. Enfin, on a fait beaucoup mieux. Et le PGE, ça a été bien administré. Donc... En revanche, quand on vous écoute, Jean-Pierre Zaniferi, on se dit que peut-être que pour 2021, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait peut-être réfléchir à des mécanismes d'aide à la demande, lorsque les capacités productives auront été retrouvées, ciblés sur certaines populations, ce que le gouvernement n'a pas fait pour le moment. Alors, il faut d'abord surtout pas se précipiter, ça je crois que beaucoup d'économistes le disent, pour replier les mesures de soutien. On va avoir une économie, on ne sait pas quand, on ne sait pas si c'est dans 3 mois, dans 6 mois, on va avoir une économie qui sortira traumatisée, qui sortira affaiblie. Est-ce qu'on replie trop vite les goals, si je puis dire, le dispositif, quand on voit que l'aide au chômage partiel, on va passer de 84% à 52%, enfin à 70%. Je pense qu'on va être amené à retarder tout ça. Ah ouais. Parce qu'on va... Normalement, c'est applicable au 1er février. Si on a une nouvelle phase d'aggravation, et le variant britannique, il va arriver. Enfin, la manche est étroite. Ne faisons pas d'illusions. Il est arrivé et il va se développer. Et il est plus contagieux. Donc on va avoir une phase très difficile dans laquelle la vaccination n'aura pas produit ses effets et le variant se développera. Donc on sera amené à prendre des mesures de confinement plus dures. Ah oui, ça c'est inévitable. Oui, regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Ils ont brutalement basculé à un confinement généralisé. Et parce qu'il y a une personne sur 50 qui est atteinte du Covid en ce moment en Angleterre. Ouais. 1 sur 50. Ouais. Donc c'est absolument énorme. Et donc vous dites attention, là, ce qu'on nous a annoncé début janvier, c'est un peu rapide. Il va falloir, mais oui, mais à chaque fois, on adapte. Bon, donc ça c'est important, on adapte. Et puis ensuite, il ne faut pas se précipiter pour replier les mesures de soutien. Et il va falloir remettre de l'argent, probablement, pour aider à ce que les entreprises viables redémarrent. Il va falloir les alléger de leurs dettes. Alors ça va être les créanciers privés. Ça veut dire quoi, alléger de leurs dettes ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il faut annuler une partie de la dette ? Alors, de la dette des entreprises. Les entreprises, on parle d'entreprises là. Oui, bien sûr. Il y a des entreprises qui sont parfaitement viables, qui ont un business profitable, mais qui vont être surchargées de dettes. Donc ça va être de la dette bancaire, ça va être de la dette à l'égard des créanciers publics, c'est-à-dire le PGE, les cotisations sociales, les impôts pas payés. Bon, il va falloir trouver des solutions pour alléger cette dette. Parce que des entreprises viables, il faut qu'elles redémarrent. Mais attendez, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que l'État pourrait décider d'abandonner, pour les entreprises viables, une partie par exemple des PGE. Oui, je pense qu'il faut avoir une approche dans laquelle l'État dit « moi je vais le faire », mais que les créanciers privés fassent leur part. Les banques vont être contentes si elles vous écoutent. Et oui, mais c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Les banques y ont intérêt aussi. Elles ont intérêt à ce que ces entreprises redémarrent. Comme dans toute situation de surendettement, elles ont intérêt à ce que l'entreprise puisse rembourser ce qu'elle peut rembourser. Ouais. Mais c'est inédit ce que vous proposez, Jean-Pierre Zaniferi. Vous nous dites ce matin, on pourrait envisager par exemple qu'on efface 20%, 30% des PGE. Je n'ai pas de proportion en tête. Il faut regarder, c'est du cas par cas. Il faut regarder quelles sont les entreprises. Alors il y a des entreprises qui ne sont pas viables de toute façon. Ces entreprises, il faudra bien les fermer. Les fameuses entreprises zombies qui ont été soutenues parfois artificiellement pendant la crise. Oui, enfin, on a eu raison de soutenir largement parce que c'est pas le moment de faire le tri. Il y a un moment, il faudra faire le tri. Il y a des entreprises qui n'ont pas de perspective et celles-là, il ne faudra pas les soutenir. En revanche, les entreprises qui ont des perspectives, il faudra les aider. Et donc, ça coûtera un peu d'argent public et ça coûtera aux créanciers privés. Et il faut une approche contractuelle, c'est-à-dire que l'État dise aux créanciers privés, donc aux banques ou aux bailleurs, dire vous faites votre part et je vous aide. On a commencé à le faire avec les bailleurs. On en a dit aux bailleurs vous faites des remises de loyer et vous avez un crédit d'impôt pour cela. Si on regarde le moyen et le long terme, selon vous, quelles conséquences aura cette crise, notamment sur la productivité de nos entreprises, sur l'industrialisation de notre pays ? Quelles conséquences structurelles peut avoir cette crise ? Parce qu'on a longtemps dit que c'était conjoncturel et que c'était on-off, mais c'est pas vrai. On voit qu'aujourd'hui, il y aura des stigmates. Oui, il y aura des stigmates positifs. Et des accélérations, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Le négatif, c'est clairement un certain nombre de secteurs qui vont se trouver en difficulté. Le transport aérien. Le transport aérien. Le tourisme. Ce sont des secteurs dans lesquels on était en position faible
et dans lesquels les plus faibles vont être ceux qui tombent les premiers. Donc on a de l'inquiétude pour un certain nombre de secteurs. L'automobile, par exemple, évidemment, on voit la hiérarchie des constructeurs, Tesla en tête et Renault en mauvaise position. Donc on a de l'inquiétude là-dessus. Donc il va y avoir des conséquences de ce type. Et puis il va y avoir toute l'accélération des mutations avec peut-être des effets positifs sur la productivité. Tout l'apprentissage évidemment du télétravail et le fait que sous la pression, les entreprises ont été obligées de mettre en place des procédures qu'elles auraient mis 3 ou 4 ans les routines habituelles. Ça, et donc elles ont gagné en productivité en fait. Plus des entreprises dont le business model s'est avéré extrêmement performant pendant la crise et qui ont accéléré leur développement. On pense notamment aux valeurs technologiques et à la French Tech en général. Merci. À la German Tech aussi. La German Tech, oui. En matière de biotech, notamment, on a découvert la German Tech. Notamment pour le vaccin, effectivement. Malheureusement, il n'y a pas eu de French Tech qui ont été associés à Pfizer, comme l'a été effectivement BioNTech en Allemagne. Merci beaucoup, Jean Pisani-Ferry, d'avoir été notre invité ce matin pour décrypter ce monde qui bouge et qui se transforme à une vitesse grand V.